Merci d'être venus, chers amis, mesdames, messieurs, qui n'êtes pas encore des amis mais qui allez le devenir. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est un sujet de grande actualité. C'est le souci numéro 1 de tout chef d'entreprise, et vous êtes tous des chefs d'entreprise. Donc je vous présente rapidement la compagnie juridique. Certains ne la connaissent pas complètement, certains la connaissent par certaines personnes. Voilà, moi-même le créateur, je suis plutôt spécialiste en droit des sociétés, pas plutôt mais complètement, en droit et la fiscalité liée au droit des sociétés, c'est-à-dire principalement la fiscalité des groupes de sociétés. Guillaume et Marie Durand sont deux des associés. Guillaume, c'est plutôt la partie économique. Bien sûr, il y a du droit des sociétés dans le droit économique, mais il y a plus de choses d'une technicité contractuelle qu'il maîtrise très bien. Quant à Marie Durand, elle s'occupe de notre département social. Et dans le droit des sociétés, il y a beaucoup de droit social. Il n'y a pas simplement que dans la vie des entreprises qu'il y a du droit social. Voilà, on continue. Anouk Deloble, alors je lui laisserai la responsabilité de tout le département fiscal. Si vous avez des questions fiscales, vous lui posez à elle, mais ne me les posez pas à moi. Il y a trop d'actualités inutiles actuellement pour pouvoir continuer de s'en occuper. Et enfin, je vous présente, qui ne fait pas partie de la compagnie juridique, mais qui est bien supérieur et qui en fait partie dans notre cœur, c'est Louis Tanberger. Louis Tanberger qui est le numéro 1 de l'introduction en bourse, pas en France, dans le monde. Vous avez ici quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, puisqu'il est qualifié par la presse, par le journal Entreprendre en juillet 2014 comme un banquier hors norme au parcours sans faute. Plus de 10 milliards d'euros de richesses nouvelles pour les entreprises. Lever 10 milliards, c'est quand même quelque chose de très significatif. L'hebdomadaire Investir le qualifie d'inventeur de son métier. Le journal des finances écrit qu'il est le leader des introductions en bourse par le nombre d'entreprises et leur qualité, quantité et qualité. Et un fait très marquant, sur 10 prix de l'audace créatrice décernés chaque année par le président de la République au Palais de l'Élysée, 6 ont été remportés par des entreprises introduites en bourse par lui. Je citerai une dernière chose d'un communiqué de presse qu'il a fait en mars 2013, qui va bien cerner les choses. Une entrée en bourse low cost par cotation directe, mais une entreprise en mouvement sur le champ. La sécurité est dans le mouvement, et donc aussi bien pour l'entreprise que pour ceux qui lui procurent les levées de fonds. Dans un premier temps, nous allons régler avec Guillaume un certain nombre de petits problèmes techniques pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les sujets dont nous allons parler aujourd'hui, notamment qu'est-ce qu'un marché, qu'est-ce qu'une négociation, qu'est-ce que le marché libre, est-ce qu'il y a d'autres marchés, etc. Donc on va dégrossir rapidement toutes ces choses-là. On va vous parler des conditions techniques de ces marchés, et on va vous parler aussi d'une chose qui est annoncée comme étant un des éléments d'amorçage en matière de levée de fonds, c'est le crowdfunding. Le modèle du crowdfunding, qui est une manière de faire appel à du financement extérieur, est un modèle qui est déjà bien utilisé à l'étranger et qui commence à peine à être visible en France, mais qui a son importance. On donnera quelques chiffres tout à l'heure. Mais en fait, ce qui est plus important, c'est que c'est l'introduction en bourse qui va finir par donner les liquidités vraiment nécessaires. On va vraiment dégager des liquidités pour l'entreprise avec des projets, c'est par l'introduction en bourse. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Nous avons un problème avec les banques, avec le crédit classique. Les normes se resserrent de plus en plus. On a de plus en plus de mal à mettre en place des financements, les conditions sont de plus en plus drastiques, les dossiers sont de plus en plus longs à traiter, et on va vous proposer bien évidemment d'abord de faire rentrer, si votre entreprise est véritablement intéressante, je dirais juteuse sur le plan financier, prometteuse, on va vous proposer de faire entrer un financier au capital. Ça, c'est un processus long, c'est 6 mois, 1 an. Un dossier de crédit significatif pour un projet qui ne va gager que du goodwill, c'est quasiment impossible à trouver aujourd'hui, sauf si vous avez à autofinancer 80% de votre opération. Donc, voilà la difficulté. La solution, c'est en fait de sortir de cette clientèle traditionnelle. Je ne vais pas m'adresser
aux gens auxquels je m'adresse habituellement pour obtenir les financements dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer sur un marché plus large. Parce que cette clientèle d'instruments de crédit ou d'instruments de financement, elle est quand même très réduite aujourd'hui autour de vous. Donc il faut que je l'ouvre. Et c'est ce qu'on va appeler l'utilisation de systèmes multilatéraux de négociation. Un système multilatéral de négociation, c'est ni plus ni moins qu'un système qui permet, de manière électronique bien évidemment, hein, parce que tout est électronique aujourd'hui et tout est mondial, qui permet la rencontre selon des règles non discrétionnaires, ça veut dire il y a une certaine règle du jeu à jouer, de multiples intérêts d'acheteurs et de vendeurs exprimés par des tiers qui sont des intermédiaires agréés. Voilà, le tout, c'est d'arriver à récolter les fonds de manière fiable. Là-dedans, nous avons, en France, je vais vous faire rapidement, donc dans ce marché élargi, c'est comme si j'allais au Capucin au lieu d'aller chez mon épicier, quoi, hein. Donc, dans ce marché élargi, nous avons 3 grands compartiments, si on veut dire, 3 grands marchés. C'est Euronext d'abord, dans lequel on va se trouver avec ce qu'on appelait autrefois le premier marché, le second marché, le nouveau marché, tout ça, ça a été réuni. Euronext est un marché extrêmement réglementé, dans lequel pour y rentrer, c'est une procédure longue, lourde, coûteuse. Voilà. Parce que tout ça, ça fait appel à beaucoup de prestataires, beaucoup de travaux, des commissaires aux comptes qui ont des visions, des révisions et des re-révisions à faire avec des rapports. Il faut d'abord que le commissaire aux comptes, par exemple, il présente patte blanche à l'AMF pour savoir si le commissaire aux comptes il est digne d'être commissaire aux comptes de cette société, déjà. Il faut qu'il réponde à un questionnaire, je dirais, technique, hein, vous voyez, par exemple, pour vous donner ça. Donc ça vous donne un aperçu de ce qui va se passer en suivant. Vous avez un deuxième marché qui est celui plus pour les PME et ETI, c'est Alternex. Hein. Alternex est un système, ce n'est pas un marché à proprement parler, mais c'est un système de négociation multilatérale organisé, c'est-à-dire que pour rentrer sur Alternex, il va falloir quand même demander le visa de l'AMF, l'AMF étant l'autorité des marchés financiers qui contrôle que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de brigands au milieu de la bande, ni dans les gens qui veulent s'introduire dans les marchés, ni dans les gens qui travaillent dans les marchés. Bien, ça veut dire que s'il y a un gendarme de la bourse, ça veut dire qu'il y a des bandits dans la bourse. Donc, Alternex, il faut y faire une note d'information, un prospectus qui doit être agréé par l'AMF. Donc, l'AMF, ce qui veut dire qu'on est quand même dans un système assez réglementé. Et vous avez enfin, celui qui nous intéresse véritablement en point de mire, c'est le marché libre. Pour le marché libre, pas de conditions. C'est donc pour toute personne, je dirais même c'est pour des entreprises qui ont 0 chiffre d'affaires. Louis vous donnera quelques exemples de ce genre d'introduction qui ont été des réussites et qui sont aujourd'hui des vraies réussites. Donc on voit le marché libre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un marché qui n'est pas réglementé au sens de la réglementation des marchés Euronext. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir y rentrer? Eh bien, pour pouvoir y rentrer, on va remplir un certain nombre de conditions. Vous allez voir qu'ils sont très très durs, qu'il peut passer. Voilà. On va devoir déposer les comptes sociaux de la société. Ça, c'est difficile. Je pense que vous faites tous des comptes sociaux, c'est pas de problème. Si vous pouvez, sur 2 années, si vous avez au moins 2 années d'antériorité, qui veut dire qu'à la limite, vous seriez une société toute neuve, bah, sans antériorité, vous pourriez. Donc, on voit bien que ce n'est pas dans la forme que l'on cherche quelque chose. Ça va être dans le fond du projet. Donc, un CABIS, bon, capital minimum, on vous demande 225 000 €. Si vous avez un projet, si vous avez fait quelques études et recherches ou quoi que ce soit, eh bien, des apports en nature dans la société, ça tout de suite, ça vous porte le capital très facilement à 225 000 €. Pas de limitation dans la négociabilité des titres, c'est-à-dire qu'en fait, les titres, forcément, là, ce sont des actions, c'est-à-dire pas de clause d'agrément. On ne demande même pas que les actions soient, ce n'est pas des questions d'actions au porteur, hein, c'est pas de clause d'agrément. Une lettre du PSI. Le PSI, c'est le prestataire de services d'investissement, c'est-à-dire c'est une société, c'est autrefois par exemple les sociétés de bourse, hein, voilà, les agents de change. Hein. Les PSI sont des prestataires de services d'investissement qui sont là pour
analyser votre dossier, qui sont là pour vérifier que les documents que vous transmettez sont des documents qui sont sincères et véritables, qui vont apprécier la valeur de votre projet et qui vont faire une note sur la valorisation de ce projet. Et c'est cette note qui sera communiquée au public. Suivant. Alors, une particularité, on pourrait avoir des actionnaires qui veulent s'introduire au marché libre et pas la société. Ce qu'autrefois on appelait ça, c'était des introductions dissidentes. C'est-à-dire des actionnaires, et la société ne pouvait pas s'y opposer. Aujourd'hui, on a réglé ce problème. Des actionnaires peuvent vouloir s'introduire, la société non, mais la société ne faisant pas opposition, l'opération est autorisée. C'est rare, parce qu'en fait, il se pose un premier problème, on a quand même quelques frais pour l'introduction, et pour faire les frais de l'introduction, on ne va pas les engager à titre personnel, on va essayer de les faire engager par la société elle-même. Donc, généralement, c'est la société qui fait son introduction. Il y a deux types d'introduction, vous le voyez tout de suite, soit par cession d'actions par l'actionnaire, soit par augmentation de capital. Je vais émettre une augmentation de capital, je vais émettre des titres par voie d'augmentation de capital, et ce sont ces titres, cette émission qui va être mise dans le public, et on limitera en fonction des règles propres à chaque type de société, ce qui a été effectivement souscrit par rapport à ce que l'on avait demandé. Donc, cession ou augmentation de capital, suivant. Vous voyez, délai court, hein, vous présentez le dossier, déposé 5 jours après, vous êtes introduit sur ce marché, ce système multilatéral de négociation. Vous ne vous en occupez pas, en fait. C'est un système électronique où les PSI, si vous voulez, sont informés, c'est le marché qui est informé, et on récolte. Tout le public a accès à ces informations, n'importe qui peut avoir accès à ces informations. En cours de vie, il n'y a pas d'obligation. Je tiens à le préciser parce qu'on n'y pense jamais à ça. Les obligations comptables, vous faites votre bilan comme la forme de la société l'exige. Vous n'avez pas d'obligation de diffusion d'un pourcentage minimal de capital, comme c'est le cas par exemple sur Euronext. Les informations financières sont celles qui sont prévues par le Code de commerce, c'est-à-dire publication des comptes. Alors je sais qu'il y a une tolérance qui fait qu'on peut publier les comptes tout en faisant une demande au tribunal de commerce pour que les comptes restent anonymes. Mais là, bon, faites pas ça quand même. Parce que si vous voulez avoir une valorisation de votre entreprise et que vous voulez rester enfermé, caché dans une boîte, ne dépensez pas d'argent à venir au marché libre, ça ne sert à rien. La publication des informations financières, vous n'avez pas à faire de notes sur les événements qui surviennent, par exemple un nouveau marché, une opération importante qui aurait une incidence, qui peut avoir une incidence sur la valorisation. Vous n'avez pas à fournir d'informations particulières à Euronext là-dessus. C'est le PSI et la société qui va donner les éléments d'information directement à ceux qui le demandent, aux investisseurs. Alors les investisseurs, c'est le public ou des professionnels. Suivant. Voilà, donc Guillaume va vous parler, lui, du crowdfunding. Alors effectivement, quelques mots sur le crowdfunding, qui, pour le coup, est un vent, je dirais un vent de liberté qui nous vient d'outre-Atlantique, puisque c'est là-bas que ça a commencé dans les années 2008. Le crowdfunding, c'est littéralement le financement par la foule. Donc ça, je dirais que c'est applicable justement à toutes les entreprises et notamment, on pense bien évidemment aux startups et aux entreprises innovantes. 3 modes de levée de fonds. Vous avez effectivement, ce sont que des termes anglo-saxons, le crowdgiving qui est le financement par le don. Là, il y a une totale liberté, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, mais on va dire que c'est moins intéressant, ça intéresse moins notre sujet puisque c'est plutôt des projets de particuliers. On pense notamment aux personnes qui ont financé leurs disques ou enfin voilà, ce genre de choses. Vous avez le crowd equity qui est donc le financement par la souscription au capital de société, et enfin le crowd lending qui est une forme de financement sous forme de prêt avec intérêt ou sans intérêt. L'objectif donc effectivement c'est de toucher un maximum de personnes via le réseau internet. Alors quelques chiffres.
Vous avez effectivement en Europe, en 2012, malheureusement il n'y a pas d'études plus récentes, 735 millions d'euros qui ont été collectés en Europe, contre 660 millions pour ce qu'on appelle les business angels, qui sont une autre forme de financement des projets de nos entreprises innovantes ou moins innovantes. Et ensuite, c'est 7 milliards d'euros pour les investisseurs en capital risque. Donc c'est ce qu'on appelle l'amorçage, le démarrage ou le développement des entreprises. En France, pour 2014, on a une donnée qui est intéressante, c'est celle-ci. On voit que entre le premier semestre 2013 et le premier semestre 2014, il y a une multiplication par 2 du montant des fonds qui ont été levés via le crowdfunding, les plateformes de crowdfunding. C'est donc 66 millions d'euros qui ont été levés. On voit également, là sur les camemberts du haut, des données intéressantes qui sont les taux de succès des projets. On voit que pour les opérations de souscription en capital, il y a un petit peu plus de déchets. Ensuite, vous avez le nombre de personnes qui ont financé les projets, 1 million, et puis une répartition entre capital, dons et prêts. Vous voyez, le maximum en fait, des fonds collectés se fait aujourd'hui via les prêts, qui sont généralement des prêts avec contrepartie. Donc le crowdfunding émane de 3 constats. Tout d'abord, la nécessité fait loi, parce que effectivement il y avait une totale liberté, ça vient des États-Unis, mais il a fallu lever quelques restrictions françaises, notamment, on va le voir après, j'y passerai rapidement, monopole bancaire, et puis offre publique de titres financiers, offre au public de titres financiers, et ça part surtout du constat d'une dégradation du soutien financier public, moins 13%, de l'accès au crédit, moins 11%, et de la propension des investisseurs à investir au capital, moins 1%. Ça, c'est moins significatif. Et puis également du constat que l'épargne des Français, et ça, on l'entend beaucoup, effectivement, l'épargne des Français qui a du mal à arriver jusqu'au capital de nos PME, c'est environ 370 milliards d'euros. Voilà. Donc vous avez l'ordonnance du 30 mai 2014 qui est venue encadrer le crowdfunding, et pour l'encadrer, en fait, il a fallu faire 2 exceptions françaises. Tout d'abord au monopole bancaire et d'autre part à l'offre publique de titres financiers. Vous verrez, alors on pourra vous donner d'autres explications là-dessus, mais l'AMF a publié un règlement sur lequel elle dit exactement quels sont les termes que doit comporter le site internet qui sert de plateforme, qui doit être géré par soit un PSI, soit donc, le prestataire de services d'investissement qu'on a vu tout à l'heure, soit un CIP, un conseil en investissement participatif, qui est un nouveau professionnel créé par l'ordonnance de 2014, ou enfin un IFP, qui est un intermédiaire de financement participatif. Donc ce sont ces 3 professionnels qui sont chargés, eux, de donner l'information à l'investisseur pour éviter qu'il y ait des abus et des risques pour cet investisseur. Voilà. Ce qui est important à savoir également, c'est que le montant maximum du projet finançable, c'est de 1 million d'euros. Voilà. Et donc pour voir une bonne plateforme de financement participatif, je vous engage à aller voir Siteland. Bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très content d'être à Bordeaux aujourd'hui parce que j'ai fait un peu mes premières armes ici. Et grâce à Pierre Andreau, même si tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, je crois, la compagnie juridique, et toi, Pierre, tu as été un pionnier, le premier à m'appeler pour venir ici. Et ça m'a mis le pied à l'étrier, encore une fois. Tu as cru aux entrepreneurs. Tu as pensé, comme maintenant à peu près tout le monde, à travers le monde, que les entreprises cotées avançaient plus vite que celles qui ne l'étaient pas. Et donc la preuve a été faite un peu partout. Et donc on va essayer aussi de mettre en valeur à cette occasion cette ville qui est très très belle, que je redécouvre, Bordeaux. Les bords de la Garonne encore davantage, puisque tu y es. Et donc, on va passer peut-être dans le vif du sujet, ou rentrer dans le vif du sujet. Tu as dit tellement de choses, c'était tellement exhaustif que je ne sais pas comment faire.
parce que, je vais lui mettre là-bas, j'ai cherché une entrée en matière, et je l'ai eu cette nuit, et je vais donc, c'est très très court, et ça me permet de me lancer, et peut-être aussi de répondre à toutes les questions qui vous plaira de me poser, les plus difficiles m'iront le mieux. J'ai parmi l'assistante, je vois parmi l'assistante des chefs d'entreprise déjà cotés qui m'ont honoré de leur confiance, dont M. Petit, je lui en sais gré. Je vois M. Gouvard aussi, avec lequel j'ai travaillé pendant un moment. On retravaillera peut-être à nouveau ensemble ici ou en Belgique, qui sait. Et donc j'étais en Haute-Provence, dans la Drôme provençale, pour ceux qui connaissent. Et en me réveillant ce matin, je voulais préparer ma réunion, mais je crois que j'ai trouvé, comme dit, l'entrée en matière. Après, vous me posez toutes les questions que vous voulez. Il y a tellement de choses à dire que je les dirai dans le désordre. De toute façon, ce que je vais vous dire, je l'ai appris avec les chefs d'entreprise. Il n'y a pas d'école pour ça. Et donc, j'aime ça. Il faut que je dise quand même que je suis un ancien directeur de banque et du crédit, et que je ne comprenais pas qu'on ne soutienne pas des guerriers que j'avais détectés à l'époque. Il y en a toujours, des jeunes, je vois au premier rang, et vous allez voir, ça s'est pas trop mal passé, et moi j'étais mis dans un placard, la bourse vient pour les petites mémés, etc., on va leur conseiller la plan d'épargne, etc., tout ça, et moi j'étais dans le placard et je tapais contre la porte pour qu'elle s'ouvre, et c'était à la Lyonnaise de Banque l'équivalent de la Bordelaise de Crédit. Et puis, bon, il faut donner un os à ronger à Tanberger, parce que franchement, sans ça, on n'a pas la paix. D'ailleurs, il y a aussi des chefs d'entreprise qui disent, je crois que c'est Michel Pébro, que vous connaissez, de BNP Paribas, qui demande à un chef d'entreprise, pourquoi vous avez pris Tanberger? Et il dit, c'était le seul moyen d'avoir la paix. Dans le président Paribas, c'est quand même un beau compliment. Donc, j'avais 3 dossiers que je bricolais dans un coin, et vous les connaissez tous les 3. Et je voulais absolument les mettre en bourse, et ils sont venus me voir, et on a continué. Le premier, c'est Plastic Omnium, qui est certainement aujourd'hui une des plus belles success stories d'entreprise familiale. Je connais bien les Burel, bien sûr. Votre réservoir d'essence, c'est Plastic Omnium, numéro 1 mondial, le pare-choc aussi, le tableau de bord avec, enfin bref, c'est une brillante réussite partie de Lyon. La deuxième belle, enfin je pensais que c'était une entreprise qui avait un potentiel formidable, et le président a voulu, parce que c'était une banque quand même bien pensante, et c'était du travail temporaire. J'y suis de nouveau en ce moment, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. C'était ECO, et donc c'était à l'époque des marchands d'esclaves, pardonnez-moi le terme, et c'est devenu depuis longtemps un phénomène de société. Nous étions 140e, quelque chose comme ça, dans le classement mondial, petite entreprise lyonnaise, et aujourd'hui, ECO est devenu ADECO, numéro 1 mondial aussi. Plastic Omnium numéro 1, et ECO aussi, numéro 1 mondial, et le troisième, mesdames, enfin vous êtes avocate, je ne sais pas si vous cuisinez beaucoup, c'est la cocotte minute, Cep, Tefal, Calor, Roventa, vous repassez peut-être, donc c'était aussi, c'était le troisième, ce sont devenus 3 best-sellers. Et je vous donne des, comment dirais-je, je vous lance des idées un peu comme elles m'arrivent dans la tête. Il ne faut pas être très intelligent pour faire ce métier, la mémoire ça sert. Et donc je me rappelle à Clos Vougeot, j'ai fait je venais de faire l'introduction en bourse de Cep, Tefal, Calor. Je rentrais, vous connaissez Clos Vougeot, dans la salle, j'étais sifflé du dernier rang jusqu'au premier, et parce qu'on avait introduit ça à 625, et un an après on était à 100. Et donc j'avais escroqué l'épargne publique. J'étais traité de tous les noms, et je me suis retourné sur l'estrade. J'ai dit, aux Lescure, les propriétaires sont les Lescure, je vais leur dire 19 ayant droit, si j'ose dire, je vais leur dire ce que je pense, parce qu'ils ont pris trop cher et plein de fric, pardon, le premier jour, mais malheureusement, ils étaient au premier rang, et je ne pouvais quand même pas engueuler mes clients, et je me suis dit, ce jour-là, maintenant, tu choisis entre les investisseurs, entre, comment dirais-je, les entrepreneurs, et entre les épargnants. Il faut choisir, et je suis fondamentalement du côté de l'entrepreneur. Ce qui ne veut pas dire que je ne recherche pas d'investisseurs, mais celui qui paye commande, je suis payé par le chef d'entreprise, c'est clair, net et précis. Donc plus de conflit d'intérêts. Je ne veux pas lancer des pointes en direction de la banque, j'en sors, mais malgré tout, elle est des
deux côtés. Elle est obligée. Au début, elle dit au chef d'entreprise, on est à fond avec vous pour cette introduction en bourse, c'est l'avant-dernier jour. Elle est quand même obligée d'infléchir son point de vue parce qu'elle a quand même des milliers et des milliers de déposants qui comptent plus que le chef d'entreprise, je le dis en toute franchise. À 21h40, j'ai reçu un texto d'un chef d'entreprise, donc de la Provence, un jeune de 37 ans, une entreprise qui existe depuis 1802. J'ai vu la plaque, ou la pierre, gravée. J'étais donc les pieds dans 80 hectares de lavande. Et ce sont donc des paysans qui exploitent de la lavande, et cette lavande était achetée par des courtiers de Grasse, vous avez compris, et partie à Grasse pour les parfums. Et les jeunes, l'un à 37 ans, l'autre à 34 ans, depuis la ferme, si j'avais eu les yeux bandés et au moment où je rentre dans le showroom, je me serais cru à l'Occitane. Tout le monde connaît l'Occitane en Provence. Donc, il me dit hier soir à 21h40 que son frère et lui sont partants pour une introduction en bourse, et je réponds, c'est la plus belle étape depuis 1802. C'est la consécration, parce que c'est la plus haute marche pour votre famille. J'ai vu le père dans les bottes, dans la ferme, au milieu des poules, et il était en train de traire les chèvres. Mais je suis moi-même fils de paysan, donc je me suis senti tout à fait à l'aise dans ce milieu. Et aujourd'hui, l'Occitane en point de mire, j'ai regardé hier, Geiger qui est parti de pas grand-chose, encore que l'Occitane, c'est l'affaire d'un minoritaire qui bossant, qui a créé cette boîte, qui l'a développée, c'est aussi intéressant, c'est pour ça que j'ai tellement d'histoires à vous raconter, que des histoires de chefs d'entreprise. Et ce créateur, à un moment donné, a senti qu'il fallait sans doute passer à la vitesse supérieure, pour ne pas dire la surmultiplier. Il a appelé à ses côtés un chimiste distingué. Vous savez que les Allemands, les Autrichiens sont des grands chimistes, Geiger. Il lui a cédé la majorité. Ils sont allés en bourse et à Hong Kong, alors que le siège est à Manosque. Le chiffre d'affaires aujourd'hui de l'Occitane en Provence est d'1,2 milliard. La capitalisation boursière est de 3 milliards. Le bénéfice net de 120 millions, donc 30 fois le bénéfice net. C'est du luxe. Il y a des gens qui, ici, dans la salle, je le sais, sont proches du luxe. Qu'est-ce que nous savons faire de mieux en France que le luxe? Donc, d'un côté, un majoritaire qui a développé l'Autrichien à perte de vue, et le minoritaire qui a pu vendre sa participation. Je peux vous dire qu'il n'a plus de problème aujourd'hui, à ce point d'ailleurs, qu'il va racheter, ou qu'il a racheté, les Calisson d'Aix. J'espère qu'il n'y a pas de banquier dans la salle, ou de directeur de banque, parce que je vais naturellement, comment dirais-je, prospecter des Calisson d'Aix, parce que Aix en Provence. Eh oui. Donc, une autre histoire, puisqu'on est dans les senteurs de Provence. Un chef d'entreprise qui est en Bretagne et qui, donc, vous êtes breton, monsieur Tardif, et donc il est aussi dans les huiles essentielles, et c'est moi qui lui ai fait rajouter Aromacelt en Bretagne, Picose, Provence. Il veut distribuer ses produits à travers un grand groupe de distribution dans la parapharmacie. Le président le reçoit exceptionnellement et il dit écoutez, monsieur, je suis venu par courtoisie, mais en fait, on ne travaille pas avec des petits laboratoires comme vous. Et mon chef d'entreprise écoute, il dit oui, mais je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 15 jours, on est coté en bourse. Il dit quoi? Quoi? Il est devenu, paraît-il, blême, mais c'est tout à fait intéressant, non pas pour mon chef d'entreprise qui est reparti heureux parce qu'il va commercer avec lui, mais je suis sûr qu'à l'intérieur de ce groupe, ça va barder parce que le président a certainement été découragé de s'introduire en bourse par ses propres collaborateurs, et donc il est en face aujourd'hui de ceux qui ont envie, comme celui que j'ai cité tout à l'heure, de dépasser leurs aînés. Parce qu'une chose est sûre, plus une entreprise est petite, plus elle va vite, plus elle vaut cher. Plus elle grandit, plus elle ralentit, moins elle vaut cher. Et je vois bien que
Pour revenir à l'Occitanie en Provence, même ces 3 milliards, il n'y a plus de croissance, et donc c'est quand même plus difficile. Ils cherchent de la croissance externe. S'il y a des candidats dans la salle, et ce que je souhaite, si votre avion est au bord de la piste, s'il est à 200 mètres, s'il est à 1000 mètres, je suis partant demain matin. S'il est à 8000 mètres, je ne peux plus rien faire. À 10 000 mètres, il est en vitesse de croisière, et après, il descend. Donc on fait tout. Pendant la... Vous avez bien regardé quand vous allez à Mérignac, ou quand vous voyez décoller une fusée, elle n'est belle qu'au décollage, elle brille, il y a le feu, il y a le sable, il y a tout ce que vous voulez. C'est absolument merveilleux. Après, elle se perd dans les nuages, et il faut qu'on ait tout fait avant. Ce qui veut dire, en clair, on fait des augmentations capitales, vous l'avez dit Pierre, successives, à des prix de plus en plus élevés, et donc on est de moins en moins dilué, ou parallèlement, ou en même temps, simultanément, on vend quelques actions à titre personnel. Là aussi, j'ai quelque chose à dire. J'ai pris l'avion hier soir de Paris à Bordeaux, où il y a un petit risque, mais pas grand. Vous, maintenant, vous prenez l'avion de Bordeaux à Hong Kong, mais vous avez 10 fois plus de chances de vous tuer. Par conséquent, plus une entreprise grandit, moins il faut prendre de risques, et le meilleur moyen est de séparer le pouvoir, 51% de 49% qui ne servent à rien, si ce n'est à tout perdre un jour. Et les 49 et les 51. Une introduction en bourse réussie, vraiment, quand on peut rêver, et ça se fait souvent, quand on est assez opportuniste, je suis un opportuniste, c'est mon premier métier, et donc, quand avec 49%, après avoir vendu au fur et à mesure que l'avion est en pleine poussée, 49% à des prix de plus en plus élevés, avec ces 49, il a autant de cash dans sa caisse, si j'ose dire, qu'on lui a offert pour 100% avant l'entrée en bourse. C'est bouclé. Je pense que on ne peut pas, dans ce monde dangereux qui est le nôtre aujourd'hui, rester agrippé au capital. Il faut le mettre, vous l'avez dit tout à l'heure Pierre, en mouvement. La sécurité, effectivement, est en mouvement. Et ce qui est intéressant, la bourse et l'introduction en bourse, on va faire ça les yeux fermés. J'aime bien la phrase de Patrick Bruel quand il dit « Le plus important avec les cartes, c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites ». Et donc, il y a tellement de choses magiques qui se passent à la faveur d'une introduction en bourse qu'on ne peut plus se demander si on est pour. Je vais être assez provocateur, mais je suis prêt à me faire contrer. Le problème n'est plus de savoir si on est pour ou contre la bourse. Le problème est de savoir ce qu'on peut faire d'autre. De toutes les façons, dans tous les pays du monde, vous l'avez souligné tout à l'heure, merci pour tout ce que vous avez dit au demeurant, et bien, il y en a bien beaucoup trop, mais un fait est que, en Chine, par exemple, pourquoi ça les intéresse tellement, l'introduction? Pourquoi est-ce que ça se bouscule? Oh, à Shanghai, pour y rentrer, il y a une liste d'attente de 5 années des PME. Parce que comme la Chine a vécu sous Mao recroquevillée, elle n'a pas pu communiquer. Donc elle n'a pas de marque. La preuve, Haier, tout le monde pense que c'est allemand alors que c'est chinois, pour dire. Un exemple parmi tant d'autres. Donc ils utilisent la bourse pour communiquer, et c'est ce qui m'a fait écrire, et cette phrase a fait le tour du monde, l'introduction en bourse est davantage une opération de communication que financière. Il fut un temps, au tableau, le cours était écrit à la craie, souligné, il était définitif, il montait, il baissait, je téléphonais au chef d'entreprise, ou le journaliste plus exactement, et il voulait savoir pourquoi, il demandait au président, pourquoi votre titre monte, pourquoi votre titre baisse, et il lui donnait des explications. Aujourd'hui, vous êtes coté en bourse, à partir de l'ordinateur, là, où il est Pierre derrière, il pilote sa communication depuis son bureau, en fait, il pilote sa valorisation sur le marché. C'est un point. Autre chose, pourquoi, quelle est la différence entre la banque, le crédit et la bourse? Montre-moi ton bilan, je te dirai qui tu es. Et si vous venez avec moi, où est-ce que tu veux m'emmener? Je parie sur toi. Voilà pourquoi j'ai démissionné au sommet de la banque. Parce que j'étais absolument
fans et fanas de ces jeunes, et à nouveau, on retrouve, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes entrepreneurs, et ça je voulais encore une fois le vivre avec passion, qui sont à la tête d'entreprises qui n'existaient pas il y a 5 ans encore, qui sont en pleine croissance, en pleine poussée, c'est là que l'entreprise vaut le plus cher. Et comme dit, il faut penser à tout et en même temps, tout faire en même temps, mettre de l'argent frais dans la société pour provoquer, vous vous rendez compte, l'argent frais, plus la presse à laquelle vous parlez, plus donc la bourse, c'est le fameux effet turbo. N'oubliez pas cette phrase, un partenaire puissant pèse toujours plus lourd que le pourcentage sur le papier ne l'indique. Il faut faire très très attention avec qui vous jouez. Et donc, si Pierre ne dira pas, oh, ils n'ont que 5%. Si c'est la Banque Lazare qui a 5%, il fait très attention parce que vous ne savez pas avec qui vous jouez. Et je vous le dis du fond du cœur, nous ne serons jamais de la même logique. Les entrepreneurs, d'un côté, je crois en faire partie, et de l'autre côté, la finance, la banque, qui aujourd'hui veut faire de l'argent avec les PME. Elles n'y ont jamais cru. J'étais combattu comme personne. Tapi me dit, tu as été plus combattu que moi. Et vous avez parlé tout à l'heure du marché libre, je saute du coq à l'âne, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Il y a au moins une chose. Premièrement, le marché libre, l'expression, c'est moi qui l'ai inventé. Si vous avez envie de le rester, vous y allez. Premier point. Et puis, deuxième point, c'est le blé en herbe. Et donc, les financiers veulent le couper à votre place. C'est un enrichissement sans cause. C'est répréhensible par la loi. Non, mais c'est quand même vrai. Quand la société est en pleine poussée, cet argent revient à celui qui l'a créé. Enfin, je me trompe, mais voilà un peu plus tard, vous m'offrez là où j'étais avant-hier, on leur offrait 5 millions pour rentrer dans le capital, il ne faut pas être grand clair, je vous le dis tout de suite, si vous êtes raisonnable et vous me donnez votre prix de l'entreprise tel que vous l'imaginez, c'est à peu près 2,5 fois en bourse et 3 fois le prix qui vous est proposé par ailleurs. En clair, ce sont des gens qui font le bénéfice à l'achat. C'est aussi simple que ça. En fait, je suis venu à Bordeaux pour chercher, pour détecter des guerriers. Parce que se crée à cette occasion une équipe, ici on est dans le pays aussi du rugby, et donc c'est quand on est tous enthousiastes, ça n'a véritablement pas de prix. Ces jeunes sont motivés, j'ai envie de l'être aussi, donc on va gagner, puisqu'on est tous enthousiastes. Et ça me fait penser à Winston Churchill qui dit « Je suis allé d'échec en échec, mais je n'ai jamais perdu le secret de mes quelques rares succès, mon enthousiasme. » Donc ça, si vous croyez en vous, parfois, je sais un peu ma vie, je suis obligé de dire au bout de 2 heures, je convainc. Aujourd'hui, c'est un plaisir, si j'arrive à convaincre. Mais je suis en face d'un chef d'entreprise, au bout de 2 heures, j'ai tout fait, je me suis vidé les tripes. Et à la fin, vraiment, ça me chauffe et je lui dis, écoutez, si je dois croire plus en votre entreprise que vous y croyez vous-même, vraiment, on ne pourra pas gagner. C'est pas possible. Donc c'est quand même un peu à vous de dire, allez, on y va, la bagarre, ça me plaît, j'aime ça. Là, on est absolument sûr de gagner. Autre chose aussi, il n'y aura plus que 2 catégories d'entreprises. Celles qui rachèteront les autres et celles qui seront rachetées. Dans les 2 cas, il faut la bourse, il faut un prix. Qu'est-ce que j'essaye de vous faire? Obtenir la vraie valeur de votre entreprise, celle du marché. Et vous avez un cliquet. Il y a des chefs d'entreprise cotés ici, Corep. Ben, écoutez, je ne sais pas combien ça vaut, j'aurais dû consulter, mais je n'ai pas eu le temps, l'iPhone. Enfin, ça vaut 15 millions. Si je veux le racheter, il faut que je lui en offre 25. Parce qu'il ne se laissera pas faire. Il dira d'ailleurs, et d'ailleurs, les acheteurs aujourd'hui ont appris l'iPhone en arrivant à Mérignac et savent déjà ce que vaut l'entreprise. Ce n'est pas la peine de l'attaquer en dessous de 15 si ça vaut 15. Ça, c'est quelque chose de très fort. Il n'y a plus magique encore. Ça, c'est de la magie. J'étais dans la banque, et dans la banque aussi. On fait de la politique, on fait d'ailleurs que ça. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu 37 milliards. Vous avez vu, le Crédit Agricole, à lui tout seul, a perdu 27 milliards. Ils ont voulu aller dans les paysans, dans les marchés. On connaît la suite, c'est quand même assez difficile, parce que ça va quand même très, très vite.
Donc, vos ambitions, messieurs, mesdames, c'est ça qui vaut le plus cher, et vous les faites évaluer, et ça, c'est quand même très important. Quand une entreprise vaut, j'en ai une, là, qui vaut 80 millions d'euros, qui va faire une levée de fonds de 16 millions d'euros à la faveur de 20% du capital, c'est quand même pas grand-chose, surtout quand on a 100. Où est-ce que vous trouvez 16 millions d'euros de crédit? Je vais vous dire comment vous le trouvez. J'ai fait des macarons il n'y a pas longtemps, vous connaissez les macarons, concurrents de La Durée et de Pierre Hermé, à Saint-Étienne, Franck Deville. Introduit à 10 millions, ça vaut ce soir ou ce matin, ça vaut 20 millions. Le chef d'entreprise avait à côté, en face de lui l'agence du Crédit Agricole qui venait régulièrement le voir et ne lui donnait rien. Le jour où il a lu dans le Progrès, celui qui était derrière l'article, c'est celui qui vous parle, il dit c'est vrai, c'est dans le Progrès. Quand il a lu que l'entreprise de Franck Deville était en bourse ou allait y être, il a téléphoné à Franck Deville, le directeur général, il a dit « je vais vous voir tout de suite ». Textuel, j'étais présent, il a pris le dossier Franck Deville, comme ça, le directeur général du Crédit Agricole, il a dit « je le mets de côté, vous voulez combien ? Je vous finance tout ce que vous voulez ». Parce que l'introduction en bourse de Franck Deville valorise le Crédit Agricole. Et donc, il lui donne ce qui, avant, toute l'équipe du Crédit Agricole ne voulait rien lui donner, et là, c'est le directeur général qui se déplace et qui lui ouvre, j'allais dire, ses comptes. C'est quand même assez formidable. Donc c'est cet effet, je ne peux pas l'expliquer, mais on a envie d'aller avec les gens dont on parle. On a aussi à l'export, c'est un formidable must dans la mesure, et beaucoup de chefs d'entreprise, la plupart de mes chefs d'entreprise ont fait imprimer sur leur papier en tête notre société est cotée sur Euronext, peu importe le compartiment, Paris, Amsterdam, Lisbonne, Bruxelles. Et incontestablement, vous devenez l'entreprise plus visible, plus lisible, plus crédible. Et donc, votre interlocuteur, fournisseur ou client, il a envie de faire affaire avec vous parce que vous le rassurez. Le GEL Group que j'ai fait dans le travail temporaire il n'y a pas tellement longtemps, à Lyon, est allé à La Réunion ou à Madagascar, il voulait ouvrir des filiales ou des bureaux là-bas. Et il a dit, j'ai vu, quand j'ai dit que j'étais coté en bourse, que le regard de celui qui me fixait avait changé au moment où je lui parlais d'entrer en bourse. Là, c'est véritablement magique. Alors, c'est vous, Pierre, qui avez choisi le titre comment dirais-je, j'ai dit tout à l'heure, acheter ou racheter les autres, il faut être coté, il faut avoir une valorisation. Vous regardez tous les jours vos postes du bilan, j'en suis sûr, sauf un, capital. Il faut en faire quelque chose pour l'entreprise, le mettre en mouvement, ce que vous avez dit, et le valoriser, profiter des bons moments. Aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie de vous dire qu'il eût cru. La bourse est au plus haut depuis 2008. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, attention aussi, parce que les fenêtres de tir seront de plus en plus étroites. Et donc, j'aime bien, quand la bourse n'est pas trop bonne, qu'elle le devient pour que je puisse mettre en pratique tout ce qui vient d'être dit. Je vais vous dire le plus beau compliment que je reçois parfois. À Bordeaux, à Paris, à Lyon. Une dame m'arrête dans la rue. Vous êtes M. Tanberger? Oui. Vous ne vous souvenez pas de moi? Non, madame, je vous demande pardon. Mais vous ne savez pas, vous avez introduit notre entreprise. Ah bon? Alors, comme j'en ai fait pas mal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne me souviens plus très bien, j'oserais pas me demander le nom. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, on a fait faillite et je voulais vous remercier. Parce que, grâce à vous, la famille n'est pas ruinée. Ça, je peux vous dire que c'est un moment assez émouvant, parce que ça servit quand même quelque chose, puisque, effectivement, ils ont séparé le pouvoir 51 des 49% qui ne servent à rien, on vient de le voir, si ce n'est à prendre chaque jour plus de risques. Je dirais, pour être simple, et les grands groupes le montrent, plus une entreprise grandit, moins il faut en posséder. C'est quand même, regardez Madame Pétancourt, ça s'est plaidé ici à Bordeaux, il vaut quand même mieux avoir 5% de Nestlé que d'avoir 100% de IPO numéro 1 qui vaut rien. Vrai ou faux? Donc tout ça est assez fin, et toutes les entreprises moyennes du monde, maintenant, vont en bourse parce qu'elles avancent plus vite grâce à la communication principalement, et profiter des belles années,
si la bourse ne nous achète pas, le marché libre et autres, ne nous achète pas en 2015, écoutez bien, ce que votre entreprise vaut peut-être en 2018, à la condition qu'il n'y ait pas d'accident, accident de santé, accident divers et variés, parce qu'à cet instant précis, tout se brise, et donc, par les temps qui courent, nous ne pouvons plus laisser, comme on dit à Lyon, du temps au temps. Tout devient urgent et doit aller vite, mais quand vous avez mis quelques millions de côté pour vous, et donc s'il arrive un malheur à l'entreprise, vous pouvez en reconstruire une autre en face, et vous avez maintenant de l'argent, alors qu'avant, la première fois, vous n'en aviez pas du tout. Donc, vous avez des leviers que vous n'aviez pas avant. Je ne suis d'ailleurs qu'un livreur de piano. Vous choisissez le morceau que vous avez envie de jouer, classique, moderne ou autre, mais c'est véritablement, c'est le président Smobig qui a dit ça, c'est magique. Et tous les grands groupes ne sont pas cotés par hasard. Vous n'avez pas un chef d'entreprise qui regrette d'être entré en bourse, c'est la cour des grands, c'est la loi royale. Et depuis 1648, date de création de la première bourse en Europe à Amsterdam, on n'a jamais entendu de critique quelconque, même pas d'un pays communiste, au contraire. Dès qu'il ne l'est plus, ou même s'il l'est encore, la première chose qu'il fait, c'est créer une bourse, un lieu d'échange. Parce que la banque a pas mal accaparé la bourse, personne ne sait qu'elle a été inventée par les industriels, qui avaient des problèmes de famille, des enfants qui étaient ailleurs que dans l'entreprise, qui étaient dans un capital piégé, qui voulaient justement être dépiégés, et la bourse sert à régler en douceur des problèmes de succession. J'en ai un, je peux le dire, c'est écrit dans les journaux, je l'ai tanné, c'est sans jeu de mots, à Perpignan, Fontalvis, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est des produits de soins. J'ai dit, allez en bourse, il a laissé rentrer des financiers pour lesquels c'est toujours trop tôt. Vous êtes moderne, le cabinet est moderne, les avocats ne sont pas toujours, l'ancienne génération ne l'est pas du tout, la nouvelle, et je suis content de voir autant de jeunes de ces professions libérales, merci, aujourd'hui, je pense qu'on va faire progresser plus vite les entreprises françaises et l'économie française, parce que nous avons quand même un vrai problème. L'Allemagne, nous avons 4000 ETI, entreprises de taille intermédiaire. L'Italie en a 8000. L'Allemagne, 12 000. Robots, 35 000 en France. 60 000 en Italie. 130 000 en Allemagne. Tout est dit. Alors nous avons peut-être que l'entreprise familiale allemande très riche a pas moins besoin de la bourse. Nous avons besoin d'argent frais. Les financiers, je parle comme si j'étais chef d'entreprise, on s'en méfie quand même un peu, parce que si tu es dans mon capital, Pierre, je sais que je ne décide plus tout seul de mon entrée en bourse. Il faut pas que je t'en parle. Les communiqués, je ne peux pas les sortir sans t'en parler. Ça devient quand même un autre sport. Et donc, on ira en bourse plus tard, ça, c'est moins sûr. Non, demain, je suis à Toulon. J'ai introduit une marketplace. J'ai plusieurs choses à vous dire. Beaucoup de choses, beaucoup trop. Ah oui, 400 introductions en bourse. J'ai besoin toute la journée. Le chef d'entreprise me dit, qu'est-ce que vous faites? C'est un antillais, avocat ancien. Une marketplace, une place de marché, c'est très à la mode, je dirais pour simplifier, j'y connais rien. Petit Alibaba ou petit Amazon.com. J'ai dit en bourse tout de suite. 20 millions. Je ne savais pas combien ça valait. C'était le mois de décembre dernier. 80 millions aujourd'hui. Sur le marché libre, on s'en fout du marché libre ou Euronext, c'est ça, 80 millions, on est d'accord ou pas? Demain, je vais le voir. J'ai dit, Léon, tu as vendu? Ben non, ça montera encore. Alors ça, regarde comme ça monte. Alors, il faut que tu te souviennes d'une phrase. Avec de l'argent, on trouve toujours des actions. Il n'est pas sûr qu'avec des actions, on trouve toujours de l'argent. Vous êtes coté en bourse, les affaires ne vont pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime le dividende. Pas d'incidence, au contraire, sur la trésorerie. Vous avez un crédit, c'est moi votre banquier de crédit. Vous remboursez, s'il vous plaît, capital et intérêt, sans cela, je vous envoie au tapis. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai.
Donc l'ère du crédit est derrière nous. Retenez que vos ambitions, on va les valoriser. Ça n'a rien à voir avec le bilan. Ça peut être valorisé 20, quant au bilan, ça vaut 2. C'est pour ça que j'ai parfois du mal avec les experts comptables, parce que, pas les jeunes, j'ai comme des intérêts ici, alors donc je ne vais quand même pas bousiller le futur fonds de commerce. Et donc, messieurs les experts comptables, faites-le, Pierre l'a fait. Regardez ce qui nous rassemble aujourd'hui, la compagnie juridique. Sans la bourse, on se serait inconnu. Voilà, c'est quand même ça qui est formidable. C'est un effet que vous allez rencontrer des gens. Tout ce qui est magique. Je vais chez HPS Technologies, il fait les feutres sous votre capot, ou dans le coffre, vous avez un feutre, des tuyaux dans les portières, on ne les voit plus, etc. Et donc, je dis, Bernard, le président, purée, 5 usines aujourd'hui. Il dit, ben oui, quand vous nous avez pris, on avait 180 employés, on est 2200, et dans le monde entier. Bruno, c'est un empire que vous avez fait. J'arrivais pas à garder ma voiture tellement il y avait de silos, de raisins, de vin, etc. Il dit, oui, c'est vous qui l'avez fait. Je dis, comment? Il dit, une fois que je suis entré en bourse avec Boiselle, Chanoine, vous connaissez la marque, en faillite, il a laissé 30% à la famille qui a fait faillite, ce qui est quand même très intelligent. Il a racheté De Véloge, il a racheté Philippe, il a racheté Bilcar Salmon, et in fine, j'ai dit, il ne me manque plus de marque. Louis, ça vient de marque. J'ai dit, vous mettez trop longtemps. Il était représentant chez Lançon, c'est une marque mondiale, et on a racheté Lançon, et il est numéro 2 maintenant, derrière LVMH. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on peut les voir. Ça, c'est mon plus grand plaisir, et le temps qui me manque, pour aller voir tous ceux que j'ai introduits en bourse, et voir ce qu'ils sont devenus. C'est absolument formidable. Et là, avant-hier, encore une fois, 3, 4 frères, vous ne pouvez pas savoir, enfin les plus anciens ici le savent, à quel point le temps fait son œuvre, creuse, et pas toujours dans le bon sens. Et moi, j'aime l'anticipation. Pierre Bellon dit, le patron de Sodexo, c'est pas mal débrouillé, il a 400 000 salariés dans le monde, numéro 1 mondial, gérer, c'est anticiper. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la bourse, on est toujours en avance. Les seules personnes qui comprennent bien la bourse, c'est vraiment les paysans. Le blé, vous voyez ce que je veux dire. Et ils savent ce que c'est qu'une fenêtre de tir. Je suis fils de paysan et mon père n'avait pas... Quand l'orage s'apprêtait à gronder, il voulait rentrer les foins ou le blé, on ne peut pas savoir à quel point il était heureux quand tout était au sec et il commençait à pleuvoir. Donc, je crois que quand vous êtes dans une période faste, en phase de décollage, allez-y vite, prenez un peu d'argent pour la famille, ça je ne vous laisserai pas partir autrement. Je suis le seul à parler capital entrepreneurial. Parce que vous prenez trop de risques, je l'ai dit 2 ou 3 fois déjà aujourd'hui. Et de l'autre côté, plus d'argent dans la caisse de l'entreprise. Mais attention, l'argent, et c'est encore le Persmobi, est un très bon serviteur, un très mauvais maître. Le produit. Et j'ai duré parce que je ne jure que par le crédit et pas par l'argent. Je pense qu'il faut mettre effectivement 4 ou 5 litres d'huile dans le moteur et il faut mettre de l'essence dans le réservoir. Les financiers font souvent l'inverse. Ils mettent 40 litres dans le moteur et les 3 litres d'huile dans le réservoir d'essence. Et là, la boîte, et toute la bagnole explose. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas non plus, à propos des contraintes, monsieur, je réponds. Franchement, il faut que ça devienne un plaisir, la bourse, un amusement, la cerise sur le gâteau. Et on profite des bons moments, on en prend une douche, vous voyez ce que je veux dire. Mais si c'est vraiment pour s'emmerder la vie tous les matins, on ne va pas s'introduire en bourse. Ça ne vaut pas la peine. Oui.
Quelques mots, s'il vous plaît, sur le crowdfunding. Oui, alors, Il arrive un peu en France. Donc, oui, il a déjà été dit pas mal comment de... on regarde le paysage parce qu'il y a pas de Oui, question je de- suis dedans, et je suis plutôt un homme d'instinct, et je crois premièrement, le fonds de crédit, maintenant c'est la panacée universelle, il y aura autant de cartons, sinon plus que dans le crédit. Je ne m'occupe pas trop, j'ai rien contre, il en faut, du crowdfunding, ouais. Je parle plutôt du crowd equity, c'est comme ça qu'il faut dire. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est 25 millions sur 150 millions de crowdfunding en France en 2014. Et donc, moi, alors vous êtes entrepreneur, moi je suis investisseur. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous faites avec mon argent. Alors, je crois que ce que je vais vouloir développer, où je suis en cours, j'ai quelque chose pour vous d'intéressant. Je vous procure 1 million d'euros en capital, et puis vous aurez assez vite, puisque j'en ai fait la démonstration 400 fois, j'ai introduit toujours trop tôt, parce que c'est presque toujours trop tard. Et donc, je vous promets déjà la bourse aujourd'hui. Ce qui, quand même, est assez valorisant, gratifiant, puisque vous parlez à la presse. En fait, c'est un piège, je vous oblige, comme entrepreneur, à parler à la presse, à dire ce que vous faites, où vous allez, ce que aujourd'hui, avec le crowdfunding classique, equity classique, on n'a pas, on ne sait pas où va l'argent, ce que fait le chef d'entreprise. Et lui, l'investisseur, il sait donc, parce que vous allez être à côté, votre chiffre d'affaires, votre bénéfice, etc. Et surtout, je l'ai dit à monsieur tout à l'heure, vous avez une perspective, lui, il a une perspective de sortie, parce que moi je veux bien rentrer dans votre capital, mais je veux savoir quand je peux sortir. Donc, c'est, comme il n'y a pas de contraintes sur le marché libre, c'est vraiment, à mon avis, le truc, le véhicule idéal pour accueillir des entreprises du crowd equity, et donc pour donner à l'investisseur et de la liquidité et de la valorisation au quotidien. Et ainsi, toute la bourse des petites entreprises moyennes et ETI va se développer aussi. Je pense qu'à la faveur du crowd equity, on va relancer la bourse ô combien des petites et moyennes entreprises. J'ai un peu peur, et ça se voit, que les grands investisseurs ne vont plus, ils font tous la même chose, le CAC 40 et l'équivalent dans les pays étrangers. Et je dirais que le crowd equity et la bourse, que, pardonnez-moi entre guillemets, double parenthèse, que je prépare pour elle, vont être, c'est le financement de l'épargne de proximité dans les entreprises de la région. J'aime beaucoup ça. Vous avez été assez élogieux pour Paris, je le serai moins. Je pense, pour les grandes, en tout cas pour les ETI demain, que Paris sera à Londres ou à New York, ce que la bourse de Bordeaux était hier à la bourse de Paris. Et pour les chefs d'entreprise, moyens, grands, donc qui veulent aller après cette étape première que vous êtes en train d'afficher, merci au tableau, aller plus loin. Je peux me tromper, mais je pense qu'elles iront toutes à Londres. Capitale mondiale des entreprises moyennes cotées, c'est pas New York. Pour ce qui est de New York, et à propos de la technologie et des biotech, on voit déjà des biotech qui se sont inscrites à la Bourse de Paris et qui se font inscrire maintenant au Nasdaq américain. La bourse, il n'y en a plus qu'une, ou deux. Une, parce qu'elle est pierre dans votre ordinateur, dans le monde. Et il y a la bourse des grandes entreprises et la bourse des entreprises moyennes. Je crois qu'on ne sortira pas de là. Donc l'épargne de proximité, il faut la mobiliser un maximum. Il faut aussi, et c'est bon pour tous vos cabinets, on va tout faire pour les faire grandir, vos petites boîtes, ici, pour que les sièges sociaux restent ici,
et que le travail des jeunes, j'ai parlé du travail qui se développe dans les entreprises, mais aussi dans les cabinets des services comptables, d'avocats. Il est quand même, on n'a pas besoin des Américains et des grands cabinets tout le temps. Ici, la preuve, il y en a qui font plus que pour les entreprises moyennes depuis longtemps, qu'ils ne pourront les grands jamais faire. De toutes les façons, ce n'est pas possible, puisque ces grands n'en ont pas la culture. Je tiens beaucoup à remercier M. Tanberger, qui en dehors d'être un ami fidèle, qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui, et l'honneur de venir, bien écoutez, il nous a appris beaucoup de choses, il nous a redonné du cœur à l'ouvrage, et dans des périodes où on vit sous les contraintes, eh bien on voit un petit peu de soleil, ça fait plaisir. Merci Louis. Et si vous voulez bien... Merci Pierre. Oui. Un dernier mot, merci à toi, merci à toute l'équipe de la compagnie juridique, les dames et les hommes. Il y a un truc que je voudrais vous dire, et ça fait quand même du bien. Pas aucun chef d'entreprise, côté, ne veut revenir en arrière, c'est comme curieux, de la Cour des comptes, de la loi royale, et surtout, il ne se plaint jamais de la compétitivité ou du manque de compétitivité. C'est logique, puisque ça tire toute la boîte vers le haut. Lui est obligé de devenir meilleur. Il rentre, est obligé de donner des instructions. Les gars, j'ai entendu un mec ce matin, il faut qu'on devienne meilleur, etc. Il appelle le personnel et il dit, maintenant qu'on est coté en bourse, on ne peut plus faire n'importe quoi. Tout le monde est quand même... C'est vrai, hein? Tout le monde, et c'est un grand projet, c'est pour ça que je ne peux pas m'en passer, c'est une véritable drogue, pas de problème de compétitivité. Donc les banques, les conseils souvent, sauf ici, et depuis longtemps, déconseillent la bourse. Donc l'homme de Buis, les baronnies, l'expert comptable dit, vous voulez ouvrir des magasins, mais c'est très dangereux, enfin bref, vous voulez aller à l'international, vous imaginez un peu le monde qui nous sépare. Et ce sont parfois les plus anciens, ceux de mon âge, presque des criminels, et à l'origine, vous pouvez le répéter, de beaucoup de dépôts de bilan, 65 000 par an. Il n'y a pas de mystère. Merci, excuse-moi Pierre. Merci beaucoup. On a au moins découvert que la bourse n'était pas réservée qu'à des technocrates, mais au contraire, c'était un truc de terrain pour les chefs d'entreprise. Maintenant, si vous voulez bien, nous terminerons par un petit côté un peu également festif, puisqu'on est dans une ambiance de fête, et je vous invite à une dégustation qui va nous être présentée par un excellent sommelier qui est une sommité en la matière et qui œuvre ici. Donc merci pour tout, et puis je vous invite à boire ce verre et à déguster le vin de la propriété du Saint-James. Vous ne saviez pas qu'il y avait une propriété, un vignoble. Il y a un vignoble sur le côté, sur le coteau, pardon, et ce vignoble produit un vin que vous allez pouvoir déguster. Voilà. Merci. Le vin du jardin, c'est les vignes qui sont situées juste en contrebas là, de la piscine et du bâtiment du Saint-James.